On vous souhaite la bienvenue à ericlato.com. Dans quelques instants, on reçoit la récipiendaire 2015 de la bourse Carrie Doric, une bourse de 1 000 $ qui est remise à l'occasion de la Journée internationale des femmes ici même dans la région du Richelieu. Pourquoi? Pour encourager une jeune femme qui étudie dans le domaine des sciences. Et cette année, la récipiendaire est une étudiante en soins infirmiers au Cégep Saint-Jean, Catherine Bellavance. On la reçoit dans quelques instants. Mais d'abord, parlons de cuisine collective parce qu'à la fin du mois, c'est la Journée nationale. Et dans la région ici, il y a une dizaine d'organismes qui font partie de la table de concertation des cuisines collectives. Jeudi, le 26 mars prochain, c'est la Journée nationale des cuisines collectives. Pour en parler avec nous, deux invités. D'abord, Daniel Thibault, qui est porte-parole du Grenier aux trouvailles Partage sans fin. Bonsoir à vous. Bonsoir. De même que Brigitte Laquer, qui est porte-parole cuisine collective au Centre de femmes du Richelieu. Bonsoir et bienvenue. Bonjour. Les cuisines collectives, c'est un concept que les gens, je pense, connaissent relativement bien. Ça existe quand même depuis quoi, 20-30 ans peut-être? Tout à fait. Depuis les années 80, ça a débuté à Montréal, puis après, ça s'est plus formalisé avec la naissance du regroupement des cuisines collectives du Québec, qui a fait que toutes les cuisines à travers le Québec se sont mis ensemble pour faire valoir leurs actions. De quelle façon les cuisines collectives sont-elles organisées sur le territoire du Richelieu? En fait, c'est propre à chaque organisme d'organiser les cuisines collectives à leur façon. Chaque groupe est autonome dans la façon d'établir les règles de fonctionnement. Donc, d'un organisme à l'autre, ça peut varier. Puis, on échange nos procédés à la table de concertation en sécurité alimentaire, entre autres, qu'on peut échanger nos façons de faire d'un organisme à l'autre. Puis, on fait des actions collectives à l'occasion, justement, pour se donner plus de visibilité. Qu'est-ce que c'est le Grenier aux trouvailles Partage sans fin? Le Grenier aux trouvailles, c'est un organisme communautaire avec un volet de sécurité alimentaire. On fait du dépannage alimentaire d'urgence. Les cuisines collectives, nous sommes nés, le nom de l'organisation, Grenier aux trouvailles, entre parenthèses, Partage sans fin, c'est le nom de la cuisine à l'origine. Les cuisines ont évolué, fait qu'on a un gros volet au niveau de la sécurité alimentaire. Comme dit Brigitte, on est membre, nous, de la table de concertation en sécurité alimentaire du Haut-Richelieu depuis 2002, depuis ses débuts. Je pense qu'on travaille beaucoup ensemble, puis comme elle le dit, cette journée-là, c'est pour souligner puis faire connaître les activités, dans le fond, de sécurité alimentaire, de la cuisine. C'est quoi la cuisine? Fait que c'est ça qui va se passer. Le Grenier aux trouvailles se trouve à quel endroit? À la Colle, au 6 rue Van-Villette. Donc, vous couvrez principalement le territoire de la Colle ou même un peu plus loin? Oui, on couvre tout le rural parce que c'est des... Donc, vous allez quoi, jusqu'à Saint-Valentin, Saint-Paul, Noyant? C'est ça, tout ce territoire-là qu'on offre à la population, l'activité de cuisine collective. Donc, vous avez l'activité de cuisine, mais en même temps aussi, vous avez d'autres volets à l'organisme. J'ai d'autres volets au niveau de la sécurité alimentaire. On a un groupe d'achat saveur coopératif. Nous sommes le seul groupe d'achat à travers le Haut-Richelieu. Nous, on achète directement les denrées du fournisseur. Fait qu'on ne passe pas à travers là, toutes les étapes d'une épicerie. Et souvent, les gens vont acheter leurs denrées au niveau du groupe d'achat pour, par la suite, cuisiner ces aliments-là. Parce que, comme on disait tantôt, donc, il y a plusieurs organismes, plusieurs façons de faire. Même ici, sur le territoire de la grande ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, bon, il y a le centre de partage, il y a Saint-Vincent-de-Paul, Saint-Jean, Saint-Luc, il y a le centre d'action bénévole à Iberville. Bref, tout le monde... Et là, il y en a des fois qui ont des comptoirs familiaux, d'autres n'en ont pas. Bref, chacun a un peu son mode de fonctionnement. Mais ultimement, on est dans la sécurité alimentaire, on est dans les projets de cuisine collective, parce qu'en tout et partout, à la table de concertation du Richelieu, il y a combien d'organismes qui... Vous êtes 10? Ouais. Est-ce que, sans vous les demander tous par cœur, là, ça peut ressembler à quoi? Bon, Centre de femmes du Richelieu, chez vous, Grenier aux trouvailles. C'est quoi les autres? Centre d'action bénévole d'Iberville, la Société Saint-Vincent-de-Paul. Il y a le centre d'Henryville. Le centre d'entraide régionale Il y a d'Henryville. L'aide à la famille de Saint-Paul de l'Île-aux-Noix. On en oublie. On en Oui. oublie. On oublie. Non, mais ça montre un peu, dans le fond, vous êtes quand même assez vaste. Et vous vous réunissez combien de fois par année? 5 fois par année. 5 fois quand même? Ouais. Ouais. Outre les comités de travail, si on veut travailler sur une problématique en particulier, mais les rencontres de base, c'est 5 fois par année. Et c'est quoi le bénéfice de ces rencontres-là? Je pense que c'est de mettre... je pense que chaque organisation, on a des expertises. Et on se met ensemble. Et cette année, je pense qu'on fait des beaux projets. Moi, je me suis toujours posé la question de la difficulté de faire des projets ruraux, puis dans le fond urbain. Puis, bien, cette année, c'est arrivé avec l'école. Et justement, l'activité de cuisine collective a fait naître d'autres
petits projets alentour. Fait que là, il y a un projet qui va se faire à l'école Saint-Joseph, à l'école. Puis eux font déjà les projets là, dans d'autres écoles, là, à Saint-Paul, puis tout ça. Fait que je pense de se réunir, de mettre nos forces, nos ressources en commun, puis de regarder ce qui se fait, puis comment on peut peut-être améliorer. C'est ça, répondre aux besoins. Puis, il y a une enveloppe financière qui nous soutient pour nos projets. Elle n'est pas assez élevée, mais... Parce que si on prend le total de vos 10 organismes qui font partie de la table de concertation du Richelieu, en tout et partout, vos activités se mesurent de quelle façon? Savez-vous combien vous avez de participants, de participantes? Avez-vous des chiffres ou des sondages à l'appui qui vous donnent un peu un portrait global de ce qui est fait en cuisine collective sur le territoire? Je pense que oui, parce qu'on ramène des données, on a des données, puis il y a eu une production. En 2012, on a fait un portrait des besoins en sécurité alimentaire, pas juste en termes de cuisine collective, mais en termes de tout ce qui était à faire comme service au niveau des banques alimentaires, des activités alternatives comme les jardins, les cuisines, les groupes d'achat. Donc oui, ça sert à faire ça aussi, à mettre à jour les données existantes. Là. Parce qu'en sécurité alimentaire, ce qui est toujours frappant, c'est de voir ces organismes-là, qui sont des organismes que moi je dis, qui sont tenus à bout de bras, là, bien souvent, hein, puis on fait des miracles avec pas grand-chose. C'est toujours la comparaison type de dire demain matin, ces organismes-là n'existent plus sur le territoire. C'est le capharnaüm total, là. On soutient, dans le fond, à quelque part, le tissu social. Tout à fait. Le filet social, il est là. C'est ça. On a, depuis plusieurs années, comme je dis, depuis 2002, il y a seulement 33 000 $ pour des projets en sécurité alimentaire pour tout le Haut-Richelieu puis le rural. Là. 33 000 $. C'est pas grand-chose, hein? Puis la population, c'est quoi, 90 000 Saint-Jean, qui sont mal alentour, une centaine de mille pour des projets. Là. Et les besoins vont, dans le fond, grandissant. Là. Mais on le sait, la nourriture coûte de plus en plus cher. On l'entend partout, là, puis c'est la vérité, on le voit quand on va à l'épicerie. Quelle est la clientèle qui fréquente les cuisines collectives? Est-ce qu'il y a des femmes, des hommes, des plus jeunes, des plus vieux? C'est quoi le tissu? Je ne sais pas chez vous. Chez nous, elles sont ouvertes à tous, nos cuisines collectives, puis on en a qui sont plus spécifiques aux enfants, puis à la clientèle adulte en général. Mais ça va vraiment, là, à part dans les écoles, que c'est vraiment école primaire pour le moment. Sinon, c'est de 18 à 98 ans. Là. Ah oui. C'est beaucoup des femmes, mais sont vraiment ouvertes à tous. On a quelques hommes dans nos cuisines. Chez vous, ça ressemble à quoi? C'est très, très ouvert. Ça a toujours été ouvert à tous. On a des femmes, des monoparentales, des couples, on a des couples qui cuisinent, on a des gars, on a souvent eu des hommes. On a eu des veufs, maintenant on a eu, il y avait deux hommes, un veuf qui était jeune, avec un jeune enfant, puis un veuf aîné, puis ils cuisinaient ensemble. On a eu de tout là, chez nous, on a eu des gens... Est-ce qu'on est capable de mesurer l'économie réalisée pour ces gens-là quand ils viennent participer à des cuisines collectives comme la vôtre, là, ce qu'ils peuvent économiser en bout de ligne, le fait de faire de la nourriture? Il y a l'économie, mais souvent le premier objectif, c'est qu'une cuisine collective va briser l'isolement. Ouais. On le sait, dans nos familles, si on cuisine ensemble... Ça, c'est le premier bénéfice, là. Oui, tout de suite. C'est sûr qu'il y a des bénéfices, des coûts. C'est vraiment moins dispendieux, puis c'est beaucoup plus sain, en plus, parce que comme chez nous, on a beaucoup de cuisines qui sont santé, fait que c'est beaucoup plus... c'est meilleur pour, dans le fond, la santé. C'est pas des produits transformés qu'on utilise. C'est ça. On transforme. Meilleure qualité, mais c'est tout le côté social. C'est ça. Quand on cuisine, on est porté, ça sent bon, l'odeur. Vous pouvez le prendre dans votre famille, vous cuisinez avec des gens, tout se dit. En tout cas, il y a plein de choses c'est très convivial. Puis je pense à quelque part, il y a des gens qui ont vraiment besoin de ça là, pour être en mesure d'avoir l'activité, pour être en mesure de parler, là. C'est une économie de temps aussi. Les gens viennent parce qu'ils sont un petit peu débordés avec le métro boulot dodo. Fait qu'en se disant, OK, j'ai une fois par mois, je me fais une réserve de nourriture que je sais que c'est des petits plats qui sont sains, qui sont vides. J'ai juste à les sortir du congèle puis les faire cuire. Fait qu'il y a cette économie-là qui est non négligeable. Sinon, on arrive à faire des plats autour de 1 à 2 $ la portion.
en fonction là, Ça paraît, là, de quand questions même. choisies. Ouais. Puis le fait qu'on est en groupe, on peut avoir un pouvoir d'achat plus grand, fait qu'on peut aller négocier des prix directement chez les producteurs locaux ou, admettons, un petit boucher dans une municipalité rurale. On va le voir, écoutez, on a un groupe de cuisine collective dans la municipalité. On aimerait ça faire une sauce à spaghetti, on aimerait ça avoir du bœuf haché. Qu'est-ce que vous pouvez nous offrir comme prix? Puis comme ça, bien, les gens vont acheter local, ils n'iront pas nécessairement virer à Saint-Jean pour aller acheter un steak haché dans un supermarché. Là. Avez-vous des activités particulières pour le jeudi 26 mars, qui est la journée nationale des cuisines collectives? Oui, tout Oui. à fait. Bien, en fait, c'est ça. On est 3 organismes qui faisons porte ouverte le jeudi 26 mars et le vendredi. On a débordé sur une journée. On a des portes ouvertes le matin, le midi puis le soir pour essayer d'ouvrir rejoindre le plus grand nombre de personnes possible, les travailleurs, les non-travailleurs, les enfants les plus vieux, etc. Donc, au centre de femmes, je présume, c'est ça? Non? Bien, en fait, Oui. non, parce qu'on ne fait pas de cuisine au centre de femmes Vous le faites à même. quel endroit chez vous? On se déplace, on va dans les centres communautaires en ruralité où le grenier aux trouvailles ne couvre pas, par exemple de l'autre côté de la rivière. Donc, on a une porte ouverte à Mont-Saint-Grégoire le jeudi matin. À quel endroit, à Mont-Saint-Grégoire? C'est au centre communautaire de Mont-Saint-Grégoire sur le rang de la montagne. Et puis l'après-midi, on a un partenariat justement avec le centre de ressourcement. C'est ça qu'on avait oublié sur la table C'est de vrai. sécurité alimentaire. On a la pastorale sociale Saint-Jean-l'Évangéliste qui fait partie de notre table. C'est un partenaire et eux, ils nous prêtent un local. À quel endroit, le local? C'est le centre de ressourcement à côté du cégep. Oui, dans le quartier Saint-Lucie. là. Oui, La c'est ça. jeunesse. Exact, le riz La Jeunesse, exact. C'est ça. Donc, fait que eux nous prêtent leur local. Fait qu'on a des groupes de cuisine collective à cet endroit-là. Donc, l'après-midi, le jeudi après-midi, en ce qui est le centre de femmes, en ce qui concerne le centre de femmes, c'est au centre de ressourcement. Puis le soir, on a un autre partenaire qui est Famille à cœur, qui nous prête leur cuisine, eux autres aussi, pour qu'on puisse faire des groupes de cuisine collective. Donc, le soir, c'est à Famille à cœur. Puis, Daniel, C'est ça. Nous, on le fait en après-midi. le jeudi là. après-midi. Et on a décidé de faire ensemble une affiche. Puis on est tous là, on va en dire, les journées nationales, puis on se met Êtes-vous ensemble. en période de recrutement? Et si oui, avez-vous suffisamment d'espace et d'activités pour accueillir davantage de personnes? Oui, tout à fait. Oui. C'est toujours, c'est en tout temps les inscriptions. C'est ça, c'est pas une inscription en début d'année, en septembre pour l'année. C'est ponctuel. On peut venir juste à une cuisine. Alors, Si vous aviez là, 10 secondes pour convaincre quelqu'un là, qui hésite, qui dit ouais, ça fait longtemps que j'entends parler de ça, faudrait bien que je téléphone ou j'aille faire un tour. C'est quoi l'argument pour convaincre? C'est économique. C'est c'est agréable. agréable, c'est convivial. Faire la cuisine, manger la nourriture, Ouais. c'est essentiel. Et de le faire dans des petits groupes, je pense que les gens développent des liens. Et on a les preuves, là, on les voit. À vous deux, merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne chance. Merci. Merci. Restez avec nous, puisqu'au retour, on revient sur le 8 mars dernier, Journée internationale des femmes, où il se tenait ici même une activité à Saint-Jean-sur-Richelieu. On a déterminé personnalité féminine de l'année, mais également la bourse Carrie Doric. Donc, on vous reçoit la récipiendaire dans quelques instants. Pour vous divertir dans le confort de votre foyer, Télé Bingo TVHR, tous les dimanches matins, 9h30, avec votre meneur de jeu, Alain Rameau. C'est un rendez-vous. Coulisses Bêta, version 3.0, jeudi, 19h. Dimanche dernier, 8 mars, Journée internationale des femmes, un peu partout dans le monde, ici même à Saint-Jean-sur-Richelieu, où, comme à chaque année, le Centre de femmes du Haut-Richelieu organise sa journée thématique où on y dévoile la personnalité féminine de l'année, qui cette année est Mme Monica Muller, qu'on va recevoir d'ailleurs dans quelques jours à l'émission. Mais aussi, et depuis quelques années, on en profite pour décerner une bourse de 1 000 $, la bourse Carrie Doric, en l'honneur d'une pionnière du féminisme de Clarenceville et qui est dédiée principalement aux femmes qui étudient dans le domaine des sciences.
sciences. Donc, l'an dernier ou dans les années précédentes, on a reçu des jeunes filles de l'Acadie, entre autres, je pense, qui étudient en médecine ou dans des domaines un peu connexes. Cette année, la récipiendaire s'appelle Catherine Bellavance. Elle est une étudiante en soins infirmiers au Cégep Saint-Jean. Elle est avec nous. Bonsoir, bienvenue. Félicitations. Bonsoir, merci. De quelle façon ton nom s'est-il retrouvé dans la liste des gagnantes potentielles pour la bourse cette année? J'avais pas vraiment l'intention de m'inscrire au début parce que je croyais pas que j'étais éligible. Tu sais, les sciences, oui, soins infirmiers et tout. C'est une de mes professeurs, en fait, qui m'a proposé de m'inscrire. Elle me l'a envoyé par courriel, tous les détails, le site, etc. Puis, ben, c'est comme ça que j'ai pensé, ah, ben peut-être. Tu sais, je fais du tutorat à l'école, je suis peut-être plus éligible à la bourse. Tu sais, je suis un peu plus impliquée. J'ai fait un voyage humanitaire à la dernière session. Fait que je me suis dit, pourquoi pas? Fait que j'ai donné ma candidature date limite, mais quand même, elle a été remise à temps. Je me suis décidée dernière minute parce que je pensais pas que je pourrais l'avoir. Est-ce que tu sais si vous étiez nombreuses? J'ai aucune idée. T'en as aucune idée. Est-ce qu'on t'a dit pourquoi on t'a choisi? Ben, je pense qu'ils ont parlé de mon implication. Je sais que ce qu'ils ont dit au gala, c'est que ben, j'étais impliquée dans la société. J'avais fait déjà 2 voyages humanitaires. J'étais impliquée avec les filles de mon école. Je fais beaucoup de tutorat. On s'entraide. Fait que probablement que ça doit être des raisons. C'est un facteur déterminant pour ouais, t'accorder la bourse. Ouais. Est-ce que tu connaissais la bourse Carrie Doric ou les festivités là, que le Centre de femmes organise à chaque année? Oui, ben, en fait, j'en ai entendu parler depuis que je suis au cégep. Donc, depuis 3 ans, je sais que la bourse existe, je sais qu'ils font un gala et tout. C'est juste que j'avais jamais pensé envoyer ma candidature avant cette année. Qu'est-ce que ça t'a fait de remporter la bourse cette année? En fait, c'est 1 000 c'est un montant. Puis c'est à votre âge, évidemment, c'est super utile, 1 000 qui tombent du ciel. Ouais. C'est intéressant. Mais au-delà de la somme d'argent, qu'est-ce que ça t'a fait à toi? En fait, c'est la première fois que je suis nommée pour quelque chose. Puis pour vrai, je suis assez fière, assez contente. J'ai l'impression que tous les efforts, le travail que j'ai mis dans mes études, je ne l'ai pas mis pour rien, parce qu'il y a quand même une certaine reconnaissance. J'ai l'impression que je suis vraiment soutenue parce que mes professeurs ont fait des lettres, justement des lettres d'appui pour ma candidature. Fait que je suis vraiment très contente. J'ai vraiment l'impression que c'est comme un petit prix d'avoir bien travaillé, là. Et tu dis que c'est à peu près quoi la première fois ouais. dans ta vie où tu gagnes quelque chose? Oui, bien que je me démarque, tu sais, des autres, en fait, là, que je suis récompensée pour mes notes, pour mes efforts, pour mon implication, pour des choses que je fais naturellement, mais que pour une fois dans ma vie, bon, j'ai décidé de m'inscrire, puis ça a marché. Comment as-tu établi ton choix d'aller en sciences infirmières? Quand tu as terminé le secondaire, est-ce que déjà tu savais là, que toi, tu voulais t'en aller dans cette branche-là? Non, j'ai jamais voulu être infirmière jusqu'à l'été avant le cégep. J'ai vu un enfant je travaillais dans un restaurant, j'étais serveuse de travail étudiant. Puis j'ai vu un enfant, puis je me suis dit, j'aimerais ça travailler plus tard avec les enfants, tu sais, pas nécessairement en milieu de garderie, mais quelque chose qui ferait une différence dans leur vie. Puis ça a été comme une révélation, entre guillemets. J'ai décidé que la pédiatrie, ça serait probablement pour moi. Que si je voulais vraiment aider les enfants dans leur vie, que je voulais pas les aider en les éduquant, mais les aider en rendant un peu leur vie meilleure. Fait qu'en prenant des enfants malades, puis en essayant de les amener vers la santé. Je pense que c'est ça. Lorsque tu terminais ton secondaire 5, normalement, février-mars, là, on invite les gens à commencer à faire leurs inscriptions à gauche et à droite. Est-ce que toi, tu avais déjà fait ton inscription au cégep? Oui, mon inscription était déjà faite en arts et lettres. En arts et lettres? Oui, je voulais m'en aller en littérature, toucher à des choses qui pourraient être le journalisme ou peu importe. Puis finalement... Et la rencontre de cet enfant-là au restaurant t'a fait changer d'opinion sur ton avenir? Oui, complètement. Wow! Oui, je sais pas pourquoi, je sais pas comment, mais ça a été un flash d'une journée. Après, j'y ai pensé toute la semaine. Puis finalement, à la fin de l'été, quand ça me tentait encore j'ai fait beaucoup de lectures aussi sur les soins infirmiers. Puis quand j'ai compris que ça me tentait encore d'être infirmière, bien, j'ai posé ma candidature puis j'ai été acceptée pour la cohorte d'hiver en janvier. Donc là, tu as eu une petite pause donc, de septembre à décembre pour ensuite commencer. Donc, j'ai commencé des cours de base, là, essayer d'avancer un peu mon deck comme je pouvais, mais ouais. Le monde des soins infirmiers, on le sait, c'est un métier qui n'est pas toujours facile. Il y a parfois, bien, je ne dirais pas de l'injustice, mais parfois les gens ne sont pas toujours reconnus à la hauteur. Puis on le sait, souvent les infirmières tiennent un peu à bout de bras le système de santé. Tout le monde souhaite que le système finisse par s'améliorer.
Est-ce que toi, tu rames un peu à contre-courant de dire, bon, est-ce que finalement, ça ne t'effraie pas de rentrer dans ce monde-là, alors qu'actuellement, il me semble que la perception est plus négative du métier, là? Oui, c'est sûr que surtout aujourd'hui, c'est un peu plus dur d'être infirmière. Pour l'instant, ça ne me fait pas peur. Je dirais que comme je suis encore jeune, les lourds corps de travail, ça ne me fait pas encore peur. J'ai pas de famille, j'ai pas nécessairement de grosses responsabilités. Fait que pour le moment, je suis prête à affronter des défis. Je ne sais pas comment ça va être quand je vais finir mon deck. Je ne sais pas si ça va être pire, je ne sais pas si ça va être mieux, mais on espère toujours que ça s'améliore. Puis je suis prête à affronter ce qu'ils vont me donner. Là, jusqu'à présent, donc, tu es dans ta 3e année. Oui. Donc, tu vas terminer à l'hiver prochain, en fait, en décembre prochain. Là, jusqu'ici, donc, tu as déjà eu la chance d'avoir des stages dans différents endroits. Qu'est-ce que tu retiens de ces stages-là jusqu'à date, là? Que j'aime beaucoup ce que je fais. Pour être infirmière, il ne faut pas juste aimer être infirmière, il faut avoir la passion, je pense. La passion d'aider les gens parce que tu n'as pas toujours des patients faciles, tu n'as pas toujours des cas faciles non plus. Tu sais, des cas de cancer sur des personnes qui sont quand même assez jeunes, c'est toujours difficile moralement, mais en même temps, bien, on est là pour les aider. Puis je pense que ce que ça prend, bien, ce que j'ai retenu surtout, c'est qu'il faut... Ce qui nous donne le goût d'être infirmière, il ne faut pas le perdre. Il ne faut pas perdre la flamme parce que le jour où tu perds la flamme, bien, c'est un peu comme un professeur qui n'aime plus enseigner. Je pense qu'il faut changer de métier. Tu parles de cancer. J'ai cru comprendre également que tu avais une certaine implication dans le relais pour la vie. Oui. J'étais à Polyvalente avant, puis j'étais dans le programme du PEI, donc il fallait faire toujours des heures de bénévolat. Puis, la Société du cancer, ça a toujours été quelque chose d'important pour moi. Mon père est déjà impliqué. Il fait beaucoup la livraison des jonquilles quand c'est la vente de jonquilles au printemps. Ma mère puis ma soeur aussi font le relais pour la vie depuis une couple d'années. Mes tantes. Fait que ça m'a un peu amenée avec la Polyvalente à vouloir faire le relais pour la vie parce qu'à Saint-Jean, il est à côté de la Polyvalente, qui est sur la piste d'athlétisme. Fait que j'ai pu commencer à participer à ça en installant les salles, en posant les lanternes. Puis finalement, bien, je suis pas mal là-dedans toutes les années. Donc, tu as fait ton PEI à Racicot? Oui. C'est bien ça. Là, maintenant, tu es au Cégep Saint-Jean, donc dans ta 3e année. Implication dans le relais pour la vie. Si tu as fait le PEI, donc tu as certainement fait quelques voyages. Oui. Qui t'a mené donc à faire un voyage humanitaire en Haïti? Oui. Ça a commencé en fait en secondaire 5. J'ai fait un voyage à Cuba avec justement le PEI. C'était le voyage de fin de secondaire. Puis à la session dernière, j'avais l'occasion de partir en Haïti. Donc j'ai donné ma candidature. Ça a pris à peu près 1 an avant qu'on parte en voyage. Donc tout le processus avant, c'est sûr que ça prend du temps, mais ouais. Donc en octobre dernier, j'ai été en Haïti pendant 14 jours dans une clinique qui, encore une fois, bien, ça fait découvrir une autre facette des soins infirmiers qu'on ne voit pas nécessairement en restant au Québec. C'est quoi la différence entre ce qu'on voit, ce qu'on lit, ce qu'on entend sur Haïti, puis être là-bas sur place? Là, c'est très personnel. Moi, j'ai trouvé ça très culturel. Premièrement, mon arrivée à Port-au-Prince, c'est vraiment, ça déstabilise, puis c'est vraiment pas la même chose qu'au Québec. Mais tout est très culturel. C'est sûr que c'est très pauvre, mais on dirait que les gens, ils sont quand même bien là-dedans. C'est sûr que là, je ne suis pas restée à Port-au-Prince très, très longtemps. On est allé plus en région, vu que c'est moins dangereux, puis la clinique est là-bas aussi en région. Mais ils ont de l'air... c'est des belles communautés. Je trouve qu'ils sont très proches en tant que voisins. Quand il y a quelqu'un qui vient accoucher à la clinique, bien, c'est tout le voisinage qui suit. Ils sont à peu près une trentaine qui attendent en avant de la clinique, savoir si c'est un gars, si c'est une fille, si la maman va bien. Fait que non, je trouve ça le fun. Et c'était quoi les soins de santé qu'on attribuait, dans le fond, qu'on livrait dans cette clinique-là par rapport à chez nous, là? Bien, principalement, nous, ce qu'on a fait, c'est plus des examens physiques. C'est un peu comme une urgence. On regarde les patients, OK, est-ce qu'ils ont des antécédents? Est-ce que c'est la première fois qu'ils viennent? Après, on les dirige vers le médecin. Donc, on fait toute notre collecte de données. Après, on les dirige vers le médecin. Les médecins regardent s'il y a un traitement possible parce qu'ils n'ont pas tous les traitements non plus là-bas. Puis, c'est ça, c'est un peu comme une urgence de clinique ici. C'est juste que s'ils réfèrent ailleurs, ils réfèrent à Port-au-Prince. Donc, la plupart du temps, les gens, ils n'ont pas assez d'argent pour aller à Port-au-Prince. Fait que ça dépend. En quoi un stage comme celui d'Haïti pendant 14 jours fait de toi aujourd'hui une meilleure future infirmière? Bien, je pense que je suis probablement plus patiente. Si je n'ai pas tout le matériel nécessaire,
je vais sûrement repenser à Haïti, au fait qu'on n'avait pas de matériel, point. Puis peut-être un peu plus débrouillarde aussi, parce que, veux pas, ils parlent créole là-bas, donc nous, on parle français. Essayer de comprendre le créole, c'est sûr qu'après 3 jours, on décode. On pogne la twist, comme on dit, mais je pense que c'est beaucoup de débrouillardise que ça m'apporte. Puis aussi être capable d'être autonome, puis de faire avec seulement moi, là. Donc là, tu termines décembre qui vient tes études en soins infirmiers pour avoir ton diplôme d'études collégiales en soins infirmiers. Est-ce que tu comptes poursuivre et faire le bac? Oui, c'est dans mes plans. Je ne sais pas encore si ça va être possible, vu que je termine en décembre, de faire le DEC-BAC. J'aimerais ça. Puis je pense que ça pourrait être vraiment un bel avantage de finir le DEC puis de travailler en même temps de faire mon bac. Parce que c'est un enjeu dans la profession. Là. Il y a des débats qui se tiennent entre l'ordre, la FIC également, le gouvernement, à savoir est-ce qu'on souhaite éventuellement que toutes les infirmières aient minimalement un bac. Visiblement, on s'en va vers ça. Là. Donc, pour une jeune infirmière comme toi, c'est peut-être une plus-value de le faire maintenant, c'est ça? Oui. Probablement que c'est plus avantageux puis que je n'aurai pas à retourner aux études si jamais le bac devient obligatoire aussi. C'est un plus de le faire maintenant pour moi. Catherine Bellavance, merci beaucoup. Félicitations encore une fois. Merci. Puis bonne chance pour le futur et les études. Merci beaucoup. Merci. Reste avec nous. Au retour, on vous présente le Bavière quotidien. Arrêt tabagique, il y a toujours des rencontres gratuites offertes par les CLSC de la Vallée-des-Forts et du Richelieu. Pour obtenir de l'information, je vous ai mis les 2 numéros de téléphone, celui pour la région de Saint-Jean et l'autre pour la région de Richelieu-Chambly. Donc, vous les avez à l'écran, donc arrêt tabagique, si ça vous le dit, bien sûr. À chaque semaine, on vous présente des extraits du conseil municipal. L'émission s'appelle Saint-Jean-sur-Richelieu. Grille horaire, donc la diffusion est bien sûr également sur notre site Internet. Télébingo, 3 500 $ en prix, carte pleine à 2 000. C'est diffusé en direct le dimanche matin à 9h30. Et bien sûr, pour connaître la liste des dépositaires pour acheter vos livrets, visitez le site Internet ou vous téléphonez ici au 358-1912. Entre-temps, si vous désirez me joindre, Éric Latour à commercial tvhr9.com. À demain. Bye bye.